Ironhide, page 18. Vous êtes une personne malhonnête, mais fort intéressante, avança l'armateur. Ironhide saisissant le walkie-talkie dans sa main gauche. En plongée, cap nord, 30 mètres de fond, commanda Ironhide. Je serais curieux de savoir quelle sorte d'énergie propulse un pareil submersible, dit Thomas. Ce projet est mon œuvre, il m'a fallu 20 ans pour le mettre à flot. Je l'ai baptisé Hollandais volant, en hommage à Wagner et son très célèbre vaisseau fantôme. Et vous utilisez ces moyens titanesques pour dérober un engin de temps en temps? Reprit Thomas Hawker. Votre organisation est certainement plus riche qu'un groupe d'État, continua-t-il. Subitement, une alarme retentit dans le centre de pilotage. Un groupe d'hommes en uniforme vit irruption. Un haut-parleur retentit. Alerte, alerte, sous-marin nucléaire à proximité, rayon 20 000 nautiques, position sud-ouest. Ironhide saisit le talkie-walkie. Ordre à toutes les unités, manœuvre de camouflage, arrêt des propulseurs, nous sommes juste sur un banc de sable. Superficie adéquate pour se poser sur le fond. Profondeur de 150 mètres de fond. Surveillez la pression. Nous ont-ils détectés demanda Ironhide. Non, ils croisent vers le nord, dit un homme chargé de la surveillance radar et du périscope. La plateforme gigantesque se posa sur le fond sablonneux et cessa toute activité. Tenez-moi informé de toutes leurs communications, radio, sonar, morse, satellite, reprit Ironhide. Il y a 3 sous-marins nucléaires de classe Los Angeles d'attaque, des SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la Navy. Ils continuent. Leur chemin, ils ne se sont doutés de rien, apparemment. Quelques heures plus tard, passons à table, voulez-vous, monsieur Hawker? J'ai des choses intéressantes à vous dire, affirma Ironhide. Ironhide, ou Iron de son nom de code, présidait le dîner somptueux. À sa droite se tenaient Hawker et sa secrétaire Miss Deborah. Devant eux étaient assis les gradés de l'équipage. Iron appuya sur un bouton sur la table et un écran sortit du plafond en face de l'assemblée. « Nous sommes ici, lança Iron, entre les îles Bermudes et les îles Bahamas, au large, très au large du cap Kennedy. » Monsieur Hawker avait l'air moins gêné. Il demanda « Puis-je contacter ma femme, Iron? Elle doit s'inquiéter en ce moment. Franchement, je ne sais pas ce que je dois lui dire, ni où je me trouve en ce moment. Elle va penser que je me moque d'elle. » « Oui, parlez-lui en ce moment. » Iron tendit le téléphone à Hawker et, regardant sa montre, il reprit. « Dites-lui que vous êtes aux Bahamas, à l'hôtel Carlton, que vous avez pris des vacances à la hâte, après avoir négocié vos affaires avec les Émirats arabes unis. Maintenant, appelez l'émir aussi et dites-lui que vous avez décidé de prendre des vacances aux Bahamas, afin que tout puisse concorder. » « Mais, monsieur Iron, tout ce temps que j'ai perdu avec vous va faire douter le contre-espionnage américain. Ce n'est pas normal que je disparaisse pendant tout ce temps-là. » Ah, monsieur Hawker, vous êtes bien naïf. Sachez que tout est minuté chez nous. Nous avons prévu dans votre plan de vol une grande promenade compatible avec votre autonomie de fuel. Vous serez aux Bahamas dans quelques heures. À présent, allez vous reposer. Vous êtes fatigué. Vous devez dormir 1h30 environ et cela vous suffira. M. Hawker se leva de table et se dirigea vers une chambre à quelques dizaines de mètres de là. Fatigué, il se coucha sur un matelas très confortable et s'endormit calmement. Deborah, sa secrétaire, était dans l'autre chambre en face. Après 1h30 environ, vers 4h du matin, il fut réveillé en sursaut par la voix d'Iron. Deborah, sa secrétaire, était dans l'autre chambre. « J'espère que vous avez bien dormi maintenant, cher monsieur. Vous allez aux Bahamas cette fois-ci. Votre jet vous attend. Nous avons les plans de votre avion. Au revoir, cher monsieur Hawker. À bientôt, peut-être. » Le gigantesque airstrip sous-marin était maintenant en surface et le Super Falcon de Hawker prêt à décoller. Thomas et Deborah embarquèrent à bord de leur avion. Ils s'installèrent dans le salon volant. « Cette aventure m'a bouleversé. Prenons un verre, dit Hawker. Ils débouchèrent une bouteille de champagne et trinquèrent au dénouement de cette affaire extraordinaire. Le Super Falcon devait maintenant décoller. Nos amis regardaient par les hublots et ayant pris soin d'attacher leur ceinture, ils écoutaient la voix du pilote qui grésillait dans le micro de l'avion. « Monsieur Hawker, vous avez été très coopératif aussi. Nous serons aux Bahamas dans environ 2 heures. Vous allez dormir à présent, dit le pilote. Hawker et sa secrétaire s'en dirent soudain
sentirent soudain leurs jambes lourdes, et envahis d'un sommeil profond, ils s'endormirent au son des réacteurs qui poussaient pour le décollage. Dans la cabine de pilotage, les deux hommes parlaient maintenant de plus en plus vite. Dépressurisation, ok. Ils doivent ronfler maintenant avec le C017. Lança le pilote à son second. Il portait des masques à oxygène. Le Super Falcon décolla difficilement en bout de piste. Le pilote arracha son poids à l'attraction de la mer par une manœuvre acrobatique, la chandelle. « Nous sommes plein gaz, dit-il. Direction les Bahamas, reprit son second. Après quelque temps, le Super Falcon d'Hawker se posa dans l'aéroport des Bahamas. Une voiture de police, suivie d'une Jeep, vint à sa rencontre sur la piste. L'officier de police était un homme de couleur, de grande taille et portant une moustache fournie. Il se pencha sur Hawker, qui était toujours endormi sur son fauteuil. Deborah était bien réveillée à présent. Il questionna dans un anglais avec accent. « À qui appartient cet avion ? » « Miss, vous avez une panne quelconque? On nous a dit que vous étiez en danger. Vous avez des problèmes techniques ?» Hawker se réveilla. Il eut une peur à la vue des officiers dans son jet. « Qui êtes-vous » lança-t-il au militaire. « Vous êtes aux Bahamas et vous vous êtes posé chez nous sans autorisation. Vos pilotes ont lancé des appels de détresse pour atterrir ici. » « Écoutez-moi bien, commandant. Votre nom, c'est... Je suis le commandant Harvey, responsable de la sécurité de cet aéroport. Bon, commandant Harvey, nous avons été kidnappés. Je veux que vous arrêtiez immédiatement mes pilotes. » « Vos pilotes ? Ils sont partis il y a quelque temps. Vous dormiez ainsi que votre secrétaire. Écoutez-moi, ces pilotes sont des bandits. Ils travaillent pour une organisation très puissante. Vous me suivez, commandant Harvey? Il faut les arrêter au plus vite. Retrouvez leur piste immédiatement. Ils ne peuvent pas se volatiliser comme cela. Un téléphone. Je veux un téléphone, vite. Hawker prit son téléphone, mais celui-ci était inutilisable. Ils ont saboté mon téléphone. Pendant ce temps, les pilotes avaient quitté l'aéroport. Une voiture les avait emportés vers une destination inconnue. Un homme était venu à leur rencontre et avait facilité leur passage auprès des autorités de l'aéroport par voie diplomatique. Au salon de l'aéroport, Hawker et Miss Deborah parlaient au téléphone. Thomas contacta le prince Kamal des Émirats arabes unis. « Votre Altesse, c'est moi, Hawker. Je ne peux être parmi vous demain. Il y a eu un problème. Je vous expliquerai plus tard. Contactez Fred du ministère de la Défense. Je ne peux vous dire plus. À bientôt. » Le prince Kamal reçut la nouvelle comme un choc. « Il y a visiblement un problème, conclut-il. Passez-moi le général Abdullah. Ce contretemps n'est pas normal. » Dans le bureau de Harvey, décoré d'insignes militaires et de posters d'aviateurs, il y avait le directeur de la police de l'aéroport des Bahamas, ainsi que plusieurs personnes du gouvernement des îles. Un diplomate américain entra dans le bureau. « Je suis Carlson. J'ai appris la nouvelle. Je suis accouru. Monsieur Hawker, c'est-il oui une pareille affaire ? » « Messieurs les responsables, je vous prie, l'affaire dont il est aujourd'hui question est une affaire criminelle de haute envergure. C'est de l'espionnage industriel et militaire portant atteinte au gouvernement des États-Unis d'Amérique, déclara Thomas Hawker. Je vous demande donc de bien vouloir arrêter les pilotes du jet portant l'immatriculation suivante. » Il tendit un papier. « Ce ne sont pas mes pilotes, ils se sont substitués aux vrais pour me détourner, reprit Hawker. Le commandant Harvey lança. Je crains que cela puisse nous être impossible. Les deux individus ont changé de papier et sont sous la couverture diplomatique à l'heure actuelle. La loi est impuissante contre telle opération. Ils ont déclaré un SOS technique avant de se poser. Nous allons ouvrir une enquête judiciaire, faire une expertise technique de votre appareil pour savoir si vraiment le SOS lancé en vol était fiable. Nous pouvons peut-être les faire comparaître pour de fausses preuves et c'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, du moins si votre jet est en parfait état technique. À la moindre faille, ils seront blancs comme neige. Mais commandant, ces personnes, je ne les ai jamais embauchées. Je veux bien vous croire, cher monsieur Hawker, mais devant la justice, il faut des preuves, dit Harvey. La preuve est qu'il n'y a aucun contrat de travail entre moi et ces deux bandits. La preuve, c'est que mon pilote a été retardé à mon départ de Boston. Je sais, cher monsieur Hawker, mais nous sommes actuellement dans l'incapacité de les atteindre, reprit Harvey. L'État qui les couvre, savoir au moins qui est peut-être sous cette affaire, lança Hawker. Si c'est une organisation criminelle internationale, ce n'est pas forcément un État qui les couvre, qui serait dans le coup, dit le diplomate. Monsieur Hawker, un certain monsieur Bradley du FBI vous demande au téléphone, fit un homme entendant le combiné. Monsieur Bradley, c'est Hawker, il y a eu fuite.
Comment le colonel Smith de l'US Air Force? Passez-le-moi, je vous prie. Hawker parlait d'une voix sereine à présent. Mon colonel, il y a eu fuite. J'ai été enlevé dans mon jet. C'est incroyable, mais vrai. Notre projet avec les Arabes des Émirats a été intercepté. C'est tout ce que je peux vous dire. Je pense que nous devons ouvrir une enquête par nos services de contre-espionnage. Au revoir, colonel, dit Hawker d'air embarrassé. Maintenant, Hawker et Deborah prenaient leur déjeuner dans un petit restaurant de l'aéroport. « Monsieur Hawker, vous devez vous raser, » dit la secrétaire. « Merci, mademoiselle, mais j'ai une faim de loup. Après, voulez-vous, dit celui-ci. « N'oubliez surtout pas que je suis là pour témoigner dans cette affaire, monsieur, dit Miss Deborah. L'ennui, c'est que le contre-espionnage américain camoufle l'affaire en ce moment. Ils font tout à Washington pour étouffer tout ce que nous avons vécu, Miss. Secret professionnel, dit Hawker. Prenons un hôtel, voulez-vous, reprit Hawker. Après une bonne demi-heure et après avoir réglé les formalités, Hawker et Deborah prirent 2 chambres à l'hôtel Royal Nassau. Le commandant Harvey les rejoignit dans l'après-midi. « Cher monsieur Thomas, les 2 pilotes ont des passeports dont je ne vous révélerai pas la nationalité. C'est ce que nous a dévoilé l'ordinateur après les faits. Ils ont quitté l'île aujourd'hui pour Miami. Je ne peux vous en dire plus. Les papiers qu'ils ont fournis sont valables. La preuve de la panne de carburant de votre appareil est formelle. Votre avion venait du nord-ouest à l'approche de l'île de Leutéra. Voyant que le fuel était pratiquement usé, ils ont demandé d'atterrir en SOS à l'aéroport international de Nassau. Harvey sirotait son café plus qu'il ne le buvait. Il avait l'air gêné d'être impuissant face à cette affaire. Harvey connaissait bien son métier. Il savait qu'Hawker ne mentait pas. Thomas prenait du thé. « Dans quelques jours, je prends l'avion pour Miami. Et je rejoins mon épouse à Boston. Je pense que je pourrais aider le contre-espionnage de mon pays à éclaircir cette affaire anormale, dit Hawker. L'ambiance de l'hôtel était calme. Des enfants jouaient dans la grande piscine. Au fond du salon, des bustes de marbre et des tapis, beaucoup de bouquets, des fleurs multicolores, un grand miroir, un drapeau britannique et la bannière des Bahamas sous un grand escalier en marbre. Au bout d'un corridor, le bar avec un pianiste qui jouait des airs de jazz. Miss Deborah était sortie faire quelques achats. En rentrant dans sa chambre, Hawker pensa. Heureusement que j'ai gardé ma carte de crédit international. Je vais pouvoir l'utiliser pour ces vacances forcées. La nuit se passa sans incident. Au matin, Hawker bronzait devant la piscine en dégustant un daiquiri. Il faisait beau. Il contacta sa femme à l'aide de son portable. « Chérie, je suis à Nassau. Tu vas bien? J'ai vécu une aventure extraordinaire. Non, ce n'est pas une femme, je te le promets. J'ai été victime d'un enlèvement. Je te rejoins dans quelques jours à Boston. Demain, c'est décidé. Je serai à Miami. » Des Bahamas à Miami. Le voyage fut agréable, sans incident. M. Hawker et sa secrétaire avaient laissé leur jet privé à Nassau et rentraient aux États-Unis, à bord d'un 777 de l'American Airlines. Pendant le vol, Hawker lisait son journal. Un article mentionnait une affaire d'espionnage où il était question d'une fuite de l'aviation militaire. Thomas, furieux, se tourna vers mademoiselle Deborah et dit « Regardez, ma chère, il s'est bruit de cette affaire. Nos contrats avec les Émirats, c'est absolument fini. Je ne sais comment trouver le moindre échappatoire devant le prince Kamal. » À l'aérogare de Miami, une automobile Lincoln noire emprunta un chemin officiel pour aller à la rencontre de M. Thomas Hawker. À sa descente d'avion, une jeep de l'armée s'arrêta à quelques mètres du Boeing. 2 hommes en uniforme descendirent de la jeep avec un groupe de policiers en civil. Ils appelèrent « Monsieur Hawker, veuillez nous suivre. » Hawker quitta sa secrétaire. « À plus tard, dit-il. » Au même moment, la limousine Lincoln noire, au vert fumé, stationna devant l'escalier mobile. M. Hawker distingua à l'arrière un gradé de l'US Air Force et 2 personnes âgées aux cheveux gris. L'homme l'interpella. « Thomas, viens un peu par ici. » Hawker monta dans la grosse voiture noire qui démarra en trombe. « Général Stevenson, vous n'allez pas me croire. » Il n'eut pas le temps de parler. Le général l'interrompit. « Nous savons tout, presque. Laissez-moi vous présenter Arthur Hill du FBI et Jeff Budowski. Travaille dans nos services. Nous allons chez moi, prendre un verre et nous détendre. Thomas, vous nous ferez un résumé du rapport de cette affaire plus tard, voulez-vous? » « Bien, mon général, dit Hawker apaisé. » Le général Stevenson reprit. « C'est vrai que la presse est un véritable boulet de prisonniers pour l'armée et les secrets de l'État. Mon général, ce qui est néfaste, c'est que nous avons perdu le contrat de vente avec les Émirats, lança Hawker. »« Vous croyez, dit le militaire perplexe. »« Ils ont les plans du YF-24, dit Hawker embarrassé. Le général Stevenson reprit apaisant. «
Ils ont peut-être les plans, mais pas l'appareil, cher ami. Détendez-vous, Thomas, dit alors celui-ci. Comment voulez-vous que je puisse me détendre? Je vais engager mes meilleurs éléments et les lancer sur la piste de vos plans. Nous reprendrons les plans de l'YF-24. C'est promis. Hawker expliqua. Nous verrons notre appareil servir de charpente à l'élaboration d'un Wegen, d'un MiG ou d'un Sukhoi dans quelques années. Peut-être bien qu'ils utiliseront les dernières technologies des tueurs de réacteurs pour des projets civils. L'automobile avait quitté la zone urbaine de Miami. Elle se dirigeait maintenant vers le domicile du général Stevenson, suivi de la Jeep et d'une autre voiture. Le téléphone sonna par saccade. Le général décrocha le combiné rouge. « Oui, c'est lui-même. Bonjour, monsieur le président. Hawker est avec moi en ce moment. »« Ah, bien. » Puis, après un long moment, le général dit « Nous sommes le 29 avril. Il est presque 15 heures de l'après-midi. Appliquez le code Stop la presse Sirloin. Au revoir, monsieur le président. Mes respects. » Le général Stevenson, après avoir raccroché, dit « Le président va s'occuper personnellement de cette affaire, Thomas. Il me vous fait dire que le contrat de vente du YF-24 tient toujours avec les Émirats. Il appuie l'armée, précisément l'US Air Force, plus que toutes les autres parties de l'US Army. » Le général reprit. « Plusieurs enquêtes sont ouvertes à présent dans cette affaire, Thomas. Elles suivent leur cours normalement. » La limousine arriva enfin au domicile du général. « Nous allons prendre un lunch, chers amis, » lança le général. C'était une somptueuse villa, au jardin immense et bien entretenu. L'épouse du général était visiblement une femme mûre, âgée, mais bien portante, joviale. Elle tendit sa main à l'armateur. M. Hawker inclina la tête respectueusement devant elle, en faisant un léger rictus de baisement et en fermant les yeux. « Tous mes hommages, Madame la Générale, » lança celui-ci. L'après-midi se passa agréablement. Au bout d'un certain temps, Hawker demanda un téléphone afin de contacter sa femme à Boston. Il lui parla en ces termes. « Chérie, je suis à Miami maintenant. Je rentrerai à Boston en fin de semaine. J'ai du travail, je t'expliquerai plus tard. L'avion? Je ne peux te le laisser, il est resté aux Bahamas. J'ai loué un hangar pour le mois, à Nassau. Au revoir. » Le général Harry Stevenson sirotait un verre de whisky on the rocks. Il parlait à un homme âgé. Son costume bleu marine resplendissait dans l'assemblée. Tout le monde était bien habillé. Thomas les rejoignit après avoir dévoré un toast de saumon. « Général, j'ai à vous parler en privé, » s'exclama-t-il. Le général Harry se retira discrètement. Les deux hommes marchèrent dans le grand jardin décoré à la française. Thomas, vous savez que nous allons envoyer un groupe de nos meilleurs agents spécialisés dans ce genre d'affaires, mais ceci doit rester secret, top secret. D'après les dernières nouvelles, votre voleur de plans est un ancien des télécommunications armées. Il s'agit peut-être d'un utilisé par une immense organisation secrète, expliqua le général. La mafia, demanda Hawker. Non, un genre tout nouveau, en plus gentleman et à gros budget, souffla le général. Ce serait un ramassis de puissantes personnalités, d'anciens chefs d'État. Leur devise serait unie pour la subtilité éternelle ou quelque chose comme cela. Ils utilisent votre ravisseur de plans qui ne travaille pas pour son propre compte. Insolite, non? Son nom de code serait Ironhead. C'est ainsi qu'il se fait appeler, dit Hawker. Oh, il doit en avoir sûrement beaucoup d'autres qu'un simple nom de code, sans compter les fausses identités et les multiples nationalités, lança Stevenson. Opposez-vous, Thomas, et rejoignez votre femme en toute sécurité. Cette affaire relève de CIA et du FBI. Vous jouez au tennis? Très peu, répondit Thomas Hawker. Je vous conseille Miss Harding. C'est une véritable championne. C'est la jeune et jolie femme là-bas. À moins que vous ne vouliez chasser le barracuda. Demain, très tôt, avec moi, j'ai une sacrée bouteille de champagne offrée avec quelques bons cigares sur le yacht, cher Thomas. Nous pouvons même faire quelques plongées pour se faire la main. Ma femme est une excellente cuisinière et je m'en vante. Des barbecues de poisson, fleurs de laurier, à l'estragon, j'en ai l'eau à la bouche, général, dit Hawker, en faisant une grimace de gourmet. Ah, je sens qu'on va bien s'entendre, dit Harry. 1h30 après, l'assemblée des invités se disloqua. Le général Stevenson prit son van, emportant avec lui l'armateur. « On va se prendre un verre, Thomas, voulez-vous » dit Harry, en quittant les quartiers chics vers la région marine et les bars. « Pourquoi pas, mon général » dit Thomas Hawker. « Cessez de m'appeler mon général, je sens que ça me vieillit. Appelez-moi Harry. » Ah, dit l'homme aux cheveux gris. Un bon quart d'heure après, nos amis étaient accoudés à un bar très chic, ambiance endiablée de salsa et de house music fort rythmée. Le militaire saisit un cocktail B-52s et le siffla très vite. « Ah, ce que ça peut faire comme bien » râla-t-il en une voix rauque.
L'armateur fit la même chose. Le général écarquilla ses grands yeux bleu clair et dit « La tétine du soldat, c'est la tassa, comme disent les Arabes, et fichtre comme on se sent bien après. Les gonzesses, c'est une autre paire de manches. Vise-moi un peu ces mécaniques là-bas, mon pote, c'est du bazooka. » Des nanas, Harry, où ça dit doucement l'armateur. En effet, deux superbes femmes bien habillées, maquillées à l'allure de stars hollywoodiennes, s'étaient assises à une table au fond du piano-bar. Deux autres tournées, lança Hawker. Le barman versa le vin d'un petit tonneau de bois dans les verres de nos amis. Si ma femme apprend que je regarde des bonnes femmes, elle sera fâchée, dit le général. Mais dans l'armée, on est tous plus ou moins une tête de turc. Bof, cela ne serait pas sérieux. Moi, le respectable Harry de l'Air Force, draguant des créatures de rêve comme un bidasse coureur de jupons en permission. On aura tout vu, hurla-t-il gai. Stevenson était habillé sport. Il saisit Hawker par son épaule et ils se dirigèrent vers la sortie en traînant les pieds. « On va au night-club, l'ami, dit le militaire. Dehors, il faisait nuit à présent. Le van du général se frayait un chemin vers le port. Au bout de quelques minutes, le général fit un excès de vitesse. Il eut à ses trousses une voiture de police qui le suivit avec une sirène américaine. Stevenson s'arrêta. Le shérif vint vers lui. « La vitesse est limitée à 40 mph, monsieur, vos papiers. »« Ah, c'est vous, général, reprit-il, après avoir éclairé son visage à la torche électrique. On n'a plus le droit à gonzesse, plus le droit à la vitesse, mais on vieillit vite et idiot dans votre foutu bled. Non d'une pipe, grogna Harry. Le shérif présenta ses excuses. En un garde à vous, il rit un peu. Ce qui est extra, c'est d'avoir un uniforme. On paye rarement le PV dans cette contrée. Hawker ouvrit la porte, se pencha et vomit. Éclata de rire Harry. Mais c'est bien, tu gerbes. Puis il démarra tout à l'heure. Thomas avait ouvert sa chemise et dénoué son col. De temps à autre, il respirait de grands bols d'air par la vitre ouverte. Le truc à faire maintenant, c'est le yacht. On va au yacht. Le van entra au port de Miami. Harry stationna devant un magnifique yacht. Il sortit le premier, suivi de Thomas, ouvrit le coffre arrière du van et sortit une caisse de bière. Ça, c'est le truc du grand large. L'ayant mis sous son bras, ils marchèrent sur une petite passerelle et entrèrent dans le bateau. « Ned, Pat, Garrison, on lève les voiles, les gars, on va à la pêche au marlin. » Et il siffla un moment. Le général grimpa à l'étage supérieur et entra dans la salle de pilotage suivi de Thomas Hawker. « Ned, prends la radio et dis qu'on va en promenade. Thomas est un ami. Garrison, t'as acheté des pastèques? »« Oui, général, dit le marin. » « Alors on avance toutes les gares, pas un instant à perdre, lança le général Harry. Le yacht quitta le port, et après une demi-heure de navigation, nos amis buvaient de la bière en canette et riaient en racontant des histoires. Une fois, ça m'est arrivé en pleine mer. Il y avait avec moi un diplomate, l'ambassadeur du... Quand je prends la mer, j'emporte toujours des pastèques. Il les a trouvées très bonnes et en a mangé trop. Après, fit-il, il eut... J'ai arrêté le yacht en pleine mer. L'eau était très calme. On était environ à 10 miles des côtes. J'ai largué les pastèques à la surface de l'eau et j'ai sorti ça. Il étendit son bras et souleva un fusil mitrailleur automatique, puis alluma des phares puissants vers la mer. Jeta les pastèques qui flottèrent inexplicablement, attendit, les mit en joue et tira de puissantes rafales qui ébranlèrent la surface de la mer. Les pastèques étaient déchiquetées. C'est pour garder la main, expliqua celui-ci en riant. Ça, c'est Neptune qui pète en se faisant une vieille sirène, cria-t-il en hurlant de rire devant Hawker ahuri. Non, mais quelquefois, je chope un marlin. Très souvent, il est gros, très gros, il bouge beaucoup, et ça m'énerve. Alors, qu'est-ce que vous dites que je fais? Je sors mon vieux Browning calibre 45 automatique. Je l'attire vers moi sur le flanc ou à l'arrière du bateau, et quand il est tout près et qu'il prend le long de la ligne, et qu'il veut faire un malheur avec ses coups de queue sur la coque, je lui loge une balle dans la tête. Ça fait une énorme tache écarlate et le poisson ne bouge plus. Alors, on le monte et on fait un festin. Tout à coup, le portable du général sonna. Stevenson décrocha. « Oui, bien, monsieur le gouverneur. Oui, très bien, mes respects. » Puis il se tourna vers Hawker. « Du nouveau, mais pas dans l'affaire des plans du Gagef 24. Je suis muté vers l'OTAN, en Europe de l'Est. On va fêter cela, les gars. Pat, ramène-nous une bouteille ou deux. Coche, le Dom Pérignon français et des cigares. Il fait froid. »